Oui, donc bonjour. C'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir cette séance aujourd'hui. Je vais commencer avec un sujet annuel, c'est-à-dire l'état du signalement des livres anciens et des manuscrits des bibliothèques territoriales. Donc, tous les ans, on fait un point. L'année dernière, malheureusement, je n'avais pas pu être là. J'attaque direct avec un joli graphique qui vous présente en vert ce qui existait, ce qui avait été fait jusqu'à l'année dernière, grâce à des calculs savants, et en jaune ce qui a été fait depuis l'année dernière dans les bibliothèques territoriales hors BMC, parce qu'on distingue les deux, et en blanc, bien sûr, c'est ce qui reste à faire. Donc on voit que sur le livre ancien, il reste encore pas mal de choses par rapport à l'objectif qui a été fixé de finir le signalement en 2025. Dans ce qui est en blanc, quand même, j'apporte tout de suite un petit bémol, il y a des chantiers en cours que je n'ai pas ni eu le temps ni eu l'envie d'aller dépouiller pour voir quelle couleur bleue ou violette ou rose j'aurais pu mettre. Mais voilà, donc l'année prochaine, une partie du blanc aura été comblée par les chantiers qui sont en cours. Sur le signalement des livres anciens, donc les parties jaunes, c'est ce qui était particulièrement visible, c'était dans 3 régions, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ailleurs. C'est juste que dans les autres régions, il y a des choses qui avancent, mais pas suffisamment vite pour que ça soit visible sur le graphique. Dans les 3 régions, en Ile-de-France, il y a eu un gros chargement à Melun. Alors j'ai mis notamment parce que, encore une fois, c'est ce qui est le plus visible. Il y a beaucoup de choses qui avancent, qui sont des petits chargements qui passent plus discrètement. En Centre-Val-de-Loire, grâce à Châteauroux, et en Grand Est, grâce à Chaumont. C'est ce que je disais, ça avance quand même en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, il y a beaucoup de chantiers en cours. Il reste quand même beaucoup de choses à faire dans pas mal de régions. Une quinzaine de fonds importants qui ont plus de 10 000 volumes à traiter. Donc cela, il faudra qu'on trouve un moyen de faire avancer les choses très vite. Et aussi une myriade de petits fonds de 1000, 500, 100 volumes pour lesquels il faudra aussi voir comment on peut s'organiser. Donc il y a un bilan détaillé que je dois faire en collaboration avec les DRAC et avec les agences régionales pour pointer, lister et trouver une solution pour tous ces fonds pour qu'on arrive à avancer au plus vite. Je ne suis pas totalement confiant pour 2025, mais en tout cas pour qu'on avance au plus vite et que l'année prochaine on ait beaucoup plus de vert. Ou de jaune, puisque le vert, ça ne sera pas beaucoup bougé, mais il faudrait qu'il y ait une bonne progression du jaune. Voilà la même chose pour les bibliothèques municipales classées, où la situation est pour le coup assez bien avancée, puisque vous voyez que la plupart des objectifs sont remplis. Il y a des petites avancées quand même en Bourgogne-Franche-Comté, en PACA, en Nouvelle-Aquitaine. Le blanc est quand même très minoritaire. On peut considérer que le signalement est achevé ou quasi achevé dans plusieurs régions. Il y a quelques compléments importants qui ont eu lieu dans les 12 derniers mois, donc je me suis basé sur ce qui avait été fait entre les dernières JPE et celle-ci, à Dijon, La Rochelle, Limoges, Aix-en-Provence. Il y a beaucoup de chargements complémentaires dans les BMC qui sont annoncés, pour lesquels j'attends quand même confirmation, puisque le CCFR, visiblement, n'était pas toujours au courant qu'il y avait beaucoup de choses qui avançaient, mais le département de la coopération m'a dit qu'il les attendait avec impatience et que donc il ne fallait pas hésiter à les contacter. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici au 14 juillet, avant que tout le monde parte en vacances. Il restera quand même quelques points noirs, que je ne nommerai pas ici, qui feront l'objet de rendez-vous avec la SLL, enfin avec le SLL, c'est-à-dire moi, la DRAC et la BNF pour voir comment on peut lever ces blocages. On a quand même beaucoup de moyens d'accompagner les bibliothèques, tant techniques du côté de la BNF qui peut vraiment accompagner sur les chantiers de rétroconversion, sur les histoires de normes, voire même d'outils SIGB, même si là c'est toujours un peu plus compliqué.
Et puis du côté de la DRAC du SLL, on a aussi un accompagnement financier très incitatif. Donc voilà, on va faire des rendez-vous pour voir comment débloquer cette situation et faire que l'année prochaine, dans les BMC, on n'ait que du vert et du jaune. Je vais passer aux manuscrits et aux archives dans les bibliothèques territoriales. Alors là, la situation est quand même assez contrastée. Il y a plusieurs régions, vous voyez, où il n'y a quasiment plus de blanc. Ça a très bien avancé. Je le répète à chaque fois que je dois faire une présentation. La mise en service de Tapir en 2010, j'ai un trou, 19, 17, je ne sais plus, a suscité une accélération assez importante du signalement des manuscrits. Ça a très bien fonctionné, les agences régionales ont fait un boulot là-dessus vraiment, vraiment très très efficace. Il y a beaucoup de régions qui sont en passe d'achever le signalement des manuscrits, alors qu'on partait quand même d'assez loin, puisque pendant des années, ça passait par des chargements de fichiers un peu compliqués, ce qui dissuadait tout le monde de s'y mettre. Voilà. On a quand même quelques régions qui sont en retard, qui sont parties après les autres, mais qui avancent. Le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, ça a démarré un peu après tout le monde, mais ça avance maintenant correctement. Une région qui a un énorme reste à faire est l'Île-de-France, mais là il faut que je vois, pour être très très transparent, comme la grosse partie blanche du graphique. Il y a deux énormes fonds qui en fait représentent l'essentiel de cette partie blanche, qui sont la ville de Paris. Et je dois vérifier avec eux pour voir ce qu'ils ont fait, si ça a avancé ou pas, parce que je ne suis pas très au clair là-dessus. Et une région qui n'avançait quasiment pas, puisque hier, on m'a dit qu'un inventaire avait été mis en ligne. Donc, en fait, je pense que ce diaporama a fuité. Hier, un inventaire a été mis en ligne, donc la Bretagne n'avançait quasiment pas, mais elle a avancé, mais je n'ai pas eu le temps de faire un calcul pour voir à quel point ça avait avancé. Voilà. Donc, Donc finalement, tout va mieux, en fait. Donc, même depuis hier, ça va mieux. Alors, je ne vais pas faire la liste des régions où ça avance très bien, parce qu'elle est trop longue, donc c'est toutes les autres régions. Dans les BMC, la situation est aussi plutôt bonne sur le signalement des manuscrits et des archives, puisque là aussi, on a quand même une grosse partie de vert. Donc le vert, je le répète, c'est ce qui était déjà fait l'année dernière. Le jaune, c'est ce qui a été fait depuis. Le blanc, voilà, reste présent, mais assez peu. Et comme pour le livre ancien, en fait, c'est le même constat. D'ailleurs, c'est les mêmes bibliothèques. Il y a quelques points noirs, des bibliothèques qui sont en retard avec lesquelles on fera le point, donc pareil, avec le même trio, la SLL, la DRAC et la BNF, pour voir comment on peut avancer, s'il faut former des agents, s'il faut dégager des moyens supplémentaires pour lever ces points de blocage et aller au bout du signalement des manuscrits. Le signalement des manuscrits, je pense que c'est vraiment la chose qui arrivera en premier, puisqu'on a l'outil qui est très pratique. Je ne sais pas si pratique c'est le terme le plus approprié, mais en tout cas, c'est pas facile à utiliser non plus, mais qui est accessible en ligne gratuitement. Il y a des formations qui sont données. C'est visible quasiment immédiatement. Il faut quand même appuyer sur le bouton. Je vais relayer le message du CCFR. Il faut appuyer sur le bouton publier à la fin. D'ailleurs, je le dis parce que moi, je n'en tiens pas compte sinon. Voilà, donc c'est assez efficace. Alors que c'est vrai que les livres anciens, c'est un peu plus compliqué finalement. On a un peu inversé. Avant, les livres, c'était la chose la plus simple à traiter par rapport aux manuscrits. Et avec Tapir, on a un peu inversé les choses. Voilà, moi j'ai fini ma présentation, mais je peux répondre à vos questions si vous en avez. Comme je ne suis pas très bien voyant, n'hésitez pas à lever la main très très haut pour pouvoir lancer des fusées de détresse. Je cherche le micro s'il y a des questions.
qu'il y ait des questions ou des réactions face à cette présentation, Justine. Bonjour, je pose une question, mais je pense que je connais la réponse. Alors, pour tous les chantiers qui ne seront pas achevés en 2025, est-ce que vous envisagez de prolonger ce plan de signalement ou de passer à autre chose? Jérôme, est-ce que tu veux répondre à cette... Attends, parce que c'est diffusé. L'objectif est de terminer, donc on terminera pas en 2025, mais en 2026. Et après, on passera à autre chose. Là où on a terminé, on passera à autre chose plus tôt. Mais l'objectif est bien de terminer. Si on ne termine pas en 2025, c'est pas un drame. Il faut qu'on termine dans les années qui suivent. Il ne faut pas qu'on traîne, notamment pour les bibliothèques classées, puisqu'il va y avoir l'évaluation des conventions. Donc là, on sera peut-être plus exigeant pour les bibliothèques classées, c'est normal, puisqu'on est à disposition du personnel d'État, sur des fonds patrimoniaux notamment, pas seulement, mais sur des fonds patrimoniaux. Donc là, sur les bibliothèques classées, la pression est plus forte. Je ne comprendrais pas qu'on n'y arrive pas. Pour d'autres bibliothèques qui ne disposent pas de compétences sur le terrain, il est normal qu'on n'y arrive pas. De manière générale, moi je voulais vous dire la très très grande satisfaction du ministère. Certes, on constate le reste à faire, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'on arrive à achever collectivement ce travail et on est en bonne voie. Donc, du point de vue du ministère, le sentiment général, c'est vraiment celle d'une très très grande satisfaction et d'une gratitude à l'ensemble des collègues pour avoir achevé ce travail. Bon, qu'on a commencé dans certaines collectivités du temps de Guizot, au milieu du 19e siècle. Donc on a pris le temps. Bon, les fonds sont enrichis aussi depuis. Mais c'est bien qu'on puisse achever dans les mois à venir, dans les années à venir, ce signalement des anciens de l'industrie. On va beaucoup en parler. Le chantier numéro qui va suivre sont les périodiques. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Et on a bien en tête le chantier derrière, qui vont être les documents iconographiques. Donc je rassure tous les collègues, il y a du travail pour des années encore. Voilà, on séquence les choses. Donc là, on achève les imprimés, on va traiter les périodiques, on va beaucoup vous en parler tout à l'heure. Et puis derrière, on a bien envie de lire les documents iconographiques. On en avait parlé dernière à Aix, de Provence. C'était notamment engagé à lancer une étude sur les normes de catalogage de la démarque sur les documents iconographiques. On ne l'a pas fait, mais on va le faire l'année prochaine. Et puis après, on mettra en place un plan pour les documents iconographiques. Oui. Dans les remerciements, outre les collègues en bibliothèque, je voulais aussi avoir une mention toute spéciale pour les chargés de mission dans des SRL, parce que vraiment, sans eux, sans elles, voilà, ces plans régionaux n'auraient pas vu le jour et n'auraient pas pu être conduits comme ils l'ont été. Donc, vraiment, il y a plusieurs dans la salle, donc un très très grand merci à vous. Je m'associe aux remerciements, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous et un plaisir immense pour moi. J'espère dans les prochaines semaines et prochains mois avoir plein de réunions avec vous pour faire le point. Ce n'est pas une menace. Y a-t-il d'autres questions ? Il y a une question en fait. Oui, s'il vous plaît, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était des inventaires de palmes qui, si j'ai bien compris, ne peuvent pas être repris dans Tapir. Comment est-ce que vous pouvez nous accompagner pour cette reprise? Les inventaires de palmes sont dans Tapir. On peut les déplacer en principe. Alors après, techniquement, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais là, il faut contacter le CCFR pour ça. L'équipe du CCFR pourra vous accompagner. Effectivement, je ne vais pas parler de Palm. L'objectif, mais qui est plus lointain, c'est plutôt d'intégrer Palm dans le CGM. Mais techniquement, on peut récupérer les choses. Il y a plusieurs bibliothèques qui l'ont déjà fait. Alors, je ne pourrais pas donner les noms comme ça de mémoire. Mais donc, techniquement, c'est possible. Après, la principale difficulté, c'est de savoir comment on intègre ça dans le plan de classement de l'inventaire et du CGM. Mais techniquement, je pense que c'est
pas trop compliqué. Notre collègue des manuscrits n'est pas là, du CCFR, mais il faut la contacter. Hein, Alexandre, tu peux répondre? Oui, donc Alexandre Chautan, moi je m'occupe du signalement des imprimés, donc je ne suis pas l'interlocuteur compétent, mais tenter de répondre à la place de ma collègue Marie-Françoise Roche qui n'est pas là. Donc, ce qui est important pour Palm, c'est qu'effectivement ces inventaires sont accessibles de manière en lecture seule en fait dans le CGL, donc il ne faut pas les modifier et les republier, mais en fait il faut les reprendre pour les intégrer dans les fonds de manuscrits de l'établissement et construire une arborescence qui corresponde à la réalité actuelle de vos collections. Et on souhaite effectivement, à échéance de plusieurs années, quand tous ces travaux auront été terminés dans tous les établissements, que Palm disparaisse et soit fondu dans le CGL. Palm n'a pas du tout vocation à subsister, à évoluer, et on décourage ceux qui voudraient conserver ces notices, les mettre à jour, etc. Et il faut plutôt en fait les intégrer à vos collections de manuscrits actuelles. Mais les informations sont dans Tapir, hein, donc je ne sais pas techniquement comment on fait, mais ça ne doit pas être trop compliqué de les passer de Palm au CGL. Enfin, pas trop compliqué, il faut les changer, il faut les intégrer dans un IR, soit créer un IR pour ce fonds-là, soit les répartir ces composants entre plusieurs IR existants en fonction de l'organisation de vos collections de manuscrits. Il n'y a personne dans la salle qui a fait ça déjà? C'est pas encore, ça n'a pas été fait beaucoup, mais je sais qu'il y a plusieurs bibliothèques qui l'ont fait quand même. Ah, je vois une main qui se lève. Je me présente, je suis Lucie Laguet de la BMC du Havre. Et effectivement, alors je ne sais pas si on a fait des choses dans les règles de l'art, mais il m'a paru assez évident de pouvoir simplement déposer les dossiers dans un nouvel IR. Finalement, ça correspond à ce qu'on pourrait faire dans un ordinateur, de déplacer un dossier vers un autre dossier. Donc techniquement, juste pour déplacer le dossier, c'est très simple. Ensuite, je bénéficie régulièrement des conseils précis et précieux de Marie-Françoise Roche, parce que il y a en revanche beaucoup de reprises de données à faire, puisque la manière dont c'est présenté dans Palm ne convient pas à la norme de démarche qu'on recommande. Déplacer les dossiers et récupérer les informations, c'est très simple, mais ce n'est que le début du travail. Merci beaucoup. Alors, deuxième priorité du service, qui donne lieu elle aussi à des points d'avancement, puisqu'on a déjà évoqué ce sujet l'an dernier à Aix, celui des PSBC, où là aussi je peux dire qu'on a, je pense, bien avancé. Alors, vous rappelez quand même quelques éléments de contexte, même si je pense que la plupart d'entre vous les ont à l'esprit. Rappelez donc la publication en 2022 d'un rapport de l'IGESR. Je salue Isabelle Duquesne qui est parmi nous et qui est la principale autrice de ce rapport sur les plans d'urgence dans la bibliothèque patrimoniale française. Voilà, donc ce rapport est sorti en 22, on est actuellement en juin 24. Je pense que le SLL n'a pas démérité dans la mise en œuvre des préconisations de ce rapport. Des préconisations qu'on pourrait partir en deux types. Une préconisation plutôt d'ordre réglementaire. Il y avait la volonté de produire un document de cadrage autour de, comme il avait pu être produit dans d'autres secteurs patrimoniaux, notamment du côté des musées et des archives. Et puis, voilà, l'identification
d'éléments bloquants hein, pour le développement de ces plans de sauvegarde, et donc le souhait qu'il y ait un réel accompagnement proposé aux bibliothèques dans la rédaction de ces PSBC. Alors, le document de cadrage a été publié en février dernier, donc une circulaire relative au plan de sauvegarde des biens culturels en bibliothèque, avec 2 objectifs principaux. Le premier, d'inciter à la fois les préfets et les DRAC à veiller et à porter la bonne parole dans leur région à propos de la rédaction de ces PSBC, et puis renforcer également la coopération avec les services d'incendie et de secours. Donc la seconde préconisation portait vraiment sur le dispositif d'accompagnement des bibliothèques à mettre en place. Alors c'est vrai que c'était quand même, on partait de loin, le rapport pointait le retard absolument très préoccupant de beaucoup de bibliothèques en la matière. Et donc pour plus d'efficacité, on a décidé de phaser en fait la mise en place de cet accompagnement en visant dans un premier temps le cercle des BMC, cercle sur lequel c'est vrai qu'on avait plus de prise à travers les conventions de mise à disposition. Je rappelle que ces conventions prévoient, enfin la convention précédente sur la période 2022-2024 prévoyait dans les objectifs à atteindre l'adoption d'un PSBC testé. Et puis c'était quand même déjà 54 bibliothèques, ce qui n'était pas rien. Et donc nous avons conçu, avec la collaboration du Bouclier Bleu, un module de formation que beaucoup d'entre vous suivent. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui le suivent, donc je serais heureux aussi d'avoir vos retours. Donc un cycle de formation qui a été conçu sur une année, donc sous la forme de 5 séances de 3 heures en distanciel, et une 6e séance à venir, donc au premier trimestre 2025, avec un exercice de simulation de sinistre en vrai, si j'ose dire, avec la manipulation de collection, le tri, l'évacuation, la traçabilité des opérations. Voilà, donc à la fois un premier ensemble de séances plus théoriques, mais pas seulement, puisque donc à la fin de chaque séance, il y a des livrables qui sont attendus. On demande que des étapes dans la rédaction du PSBC soient franchies. Donc pour la finalisation de ces livrables, on a également prévu des points de suivi de 2 heures. Donc entre 2 séances en distanciel, il y a un point de suivi où les collègues qui le souhaitent peuvent poser des questions autour des travaux en cours, et s'ils ont des difficultés ou autres, les soumettre aux formateurs. Donc j'ai cité ces 6 séances. Donc sur les 5 séances en distanciel, chacune est dédiée à une thématique précise que vous avez à l'écran. Je crois que la thématique priorisation des collections, qui est souvent le gros morceau qui fait un peu peur aux collègues, parce que c'est là qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet et toutes les questions qu'on peut se poser en cas de sinistre. Qu'est-ce que je dois sauver en priorité? Et c'est effectivement compliqué à mettre en œuvre, je pense. Donc je crois que cette séance vous l'avez tous suivi. Et donc suivront ensuite l'identification des besoins humains. Dernière étape autour de la finalisation du PSBC, donc plus autour du document lui-même. Et puis donc j'ai cité cette séance en présentiel qui reste encore à définir, à la fois en termes de lieu et de calendrier, sachant, comme je vous l'ai dit, elle ne se tiendra pas avant le début de l'année 2025. Et on essaie d'identifier à ce jour 3 bibliothèques, donc 3 villes en capacité de vous accueillir, donc à la fois réunissant les conditions matérielles pour réaliser cet exercice de sinistre, et puis également des villes qui soient, si possible, bien réparties sur le territoire métropolitain pour que vous n'ayez pas à traverser toute la France quand vous habitez Le Havre, que vous n'ayez pas à descendre à Aix-en-Provence pour cet exercice. Alors, donc là, je peux dire qu'on est, côté BMC, les choses sont quasiment réglées, si j'ose dire. En revanche, du côté des bibliothèques non classées, là, il reste encore beaucoup d'interrogations et de choses à finaliser. Donc, nous avons franchi une première étape en procédant à l'identification des bibliothèques susceptibles d'être intéressées par ces formations. Et donc, il y a un lien avec l'intervention de Wilfried, puisqu'on s'est basé sur les données volumétriques
dont on dispose à travers le plan de signalement pour identifier donc, les bibliothèques conservant des fonds patrimoniaux d'une taille minimale qu'on a fixée à 100 documents. Et donc, au total, on a identifié environ 300 bibliothèques non classées, donc, qui répondent à ce critère et donc qui seraient susceptibles de suivre cette formation. Alors, en ayant bien à l'esprit que beaucoup de ces bibliothèques ne disposent pas de personnel dédié aux fonds patrimoniaux, qu'elles sont souvent donc mobilisées sur plein d'autres activités, notamment en matière de lecture publique, et qu'il est difficile pour elles de mobiliser du temps de travail pour avancer dans la rédaction de ces PSBC. Donc c'est la raison pour laquelle on va plutôt s'orienter vers une maquette de formation qui sera sans doute un peu plus concentrée que celle proposée au BMC. Bon, c'est lié aussi à la taille des fonds concernés. C'est aussi la raison pour laquelle on va essayer vraiment de s'adapter au plus près des spécificités des régions concernées. Et donc là, je me tourne vers Colette et Delphine. C'est vrai qu'on va vraiment proposer que ces formations soient portées au niveau régional, pilotées au niveau des DRAC, bien sûr en lien étroit avec les SRL et ou les CRSCB des régions concernées. Voilà, ça va permettre aussi de créer une dynamique régionale, je pense, qui dépassera le cadre strict des bibliothèques. On sait que, notamment du côté des services d'archives, même si les choses là encore, du côté du CIAF, ont bien avancé. Je crois qu'on a une représentante des AD des Vosges parmi nous, que je salue. Je suis très content qu'il y ait aussi des représentants des archives pour ces journées. Voilà, je pense qu'il y a quand même des synergies à mettre en place avec les services d'archives et parfois les musées également, parce qu'on sait très bien qu'au niveau d'une collectivité donnée, il y a des mutualisations de moyens à mettre en œuvre, du côté des services techniques, du côté des ressources en termes de matériel, de locaux de repli. Donc je pense que c'est bien, ce sera plus intelligent en tout cas de penser les choses de manière intersectorielle. Alors avec un cas spécifique aussi qui est celui de la région Île-de-France, qui ne dispose pas de SRL pour porter, le cas échéant, pour coordonner voilà, ce plan régional. Il faudra qu'on invente quelque chose, il faut encore qu'on creuse ce point. Donc comme je le disais, nous avons déjà commencé à échanger avec les CLL sur cette thématique, sur ce sujet. Et on sait que certaines régions sont déjà bien engagées dans les opérations. C'est le cas notamment du Grand Est, où nous nous trouvons aujourd'hui. Interlevis a déjà engagé les choses. Et là encore, je salue l'action des SRL en la matière. Après, il y a d'autres régions où c'est moins le cas. Donc voilà, il va aussi falloir. C'est la raison pour laquelle ça nous semble vraiment pertinent de penser les choses régionalement, parce que les régions n'en sont pas au même niveau aujourd'hui. Donc comme je le disais, on a identifié des éléments bloquants qu'on va essayer de lever. Le premier d'entre eux, c'est effectivement d'identifier un responsable PSBC dans chaque bibliothèque, avec la problématique de disponibilité que j'ai évoquée précédemment. Et puis un deuxième point bloquant qu'on a bien à l'esprit, qui est celui du vivier réduit de formateurs. C'est vrai qu'à ce jour, on a très peu de formateurs disponibles, et donc du coup, c'est vrai qu'ils risquent d'être très, très sollicités quand on mettra les choses en place du côté des bibliothèques non classées. Bon, on sait que du côté de la BNF, il y a aussi des ressources existantes. Donc voilà, il faudra aussi bien se coordonner, notamment en termes de calendrier, pour éviter que toutes ces formations aient lieu au même moment et du coup mobilisent au même moment les mêmes personnes. Voilà donc où on en est donc de la réflexion sur le sujet. Donc comme je disais, des choses déjà très, je ne vais pas dire finalisées, mais quand même bien avancées côté BMC. Côté bibliothèque non classée, effectivement, il y a encore des choses en cours de définition, mais là aussi je suis assez confiant sur l'avancée des opérations. Alors en termes de calendrier, c'est vrai qu'on n'aura pas du tout le même calendrier. Côté bibliothèque territoriale, je pense qu'on sera en mesure de proposer un plan, enfin les régions, les DRAC seront en mesure, avec l'appui du SLL, de proposer des plans au deuxième semestre 25, début 26 au plus tard. Et donc je vous rappelle la personne ressource en la matière au SLL, Michael Arrega, que vous connaissez bien, donc qui reste à votre disposition pour toute question. Ouais, donc je suis preneur de vos retours, notamment du côté des BMC, où je vois que Delphine lève la main déjà, voilà, sur la formation en cours et puis sur les interrogations que vous pouvez avoir sur la suite du projet. Alors merci pour ces éléments de calendrier, parce qu'effectivement notre CRFCB médial par exemple nous interrogeait. Ils avaient été mis dans la boucle l'année dernière, puis depuis ils étaient
en suspens et donc en attente de savoir à quel moment on allait retravailler là-dessus. Donc, de 2025, fin 2025-2026, donc ça laisse un peu le temps. Effectivement, on travaille actuellement à repérer les bibliothèques un peu plus finement qui mériteraient de rentrer dans cette deuxième vague. J'avais une question moi, sur les BMC. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les renouvellements des personnels qui y travaillent? Parce que là, par exemple, il y a eu des gens formés. Dans certaines bibliothèques municipales, la personne formée part déjà dans une autre région. Et qu'est-ce que vous imaginez pour la suite, pour que les nouvelles personnes, qui parfois viennent d'autres horizons, sortent de l'école? Je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il en est de la formation initiale de nos conservateurs sur ces sujets. Voilà, si vous avez des éléments. Alors, sur le dernier point, du côté de la formation initiale, je sais que des choses sont prévues. Alors, le module patrimoine est malheureusement de plus en plus resserré à l'ENSIB, mais je sais qu'il y a normalement une demi-journée de consacrée à ce sujet. Je crois que c'est Céline Alain d'ailleurs qui intervient devant les conservateurs d'État stagiaires sur cette question. Donc ça, c'est bien pris en compte. Et la première question, excuse-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. La question précédente, le point précédent, c'était sur le renouvellement quand il y a des... Effectivement. Alors, c'est vrai qu'en BMC, très souvent, on a eu la demande que ce soit plutôt des binômes, et c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose, qui suivent la formation. Donc, on peut espérer que si l'un des membres du binôme part, le second reste, et pourra assurer effectivement la passation de dossier. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, dans les conventions de mise à disposition, la prochaine... Convention 25-27, on a retiré l'objectif dans la mesure où on considère que normalement il aura été rempli pour toutes les BMC concernées. Il est évident qu'il y aura de toute façon, et Michaela est très, très vigilante là-dessus, on est bien conscient de cette difficulté, il y aura de toute façon un rôle du SLL qui subsistera. C'est pas parce qu'on sera arrivé au bout du plan de formation BMC que vous n'entendrez plus parler de nous. En revanche, sur les modalités d'action, il va falloir effectivement qu'on voit comment est-ce qu'on peut procéder. Alors, c'est certain qu'on va peut-être plutôt réorienter vers les formations plus courtes. En tout cas, on ne remettra pas en place à horizon 5 ans. Je ne pense pas, enfin là je parle sous le contrôle de Jérôme, je ne pense pas qu'on remettra en place un plan de formation-action comme celui qu'on a initié ici. En revanche, il y a quand même une offre de formation existante du côté de l'ENSIB, du côté des CRSCB. Il faudra peut-être qu'on revoie avec eux peut-être comment est-ce qu'on pourrait effectivement la retravailler pour répondre à ce besoin qu'on a bien à l'esprit. Ouh là là, que de mains levées. J'espère que c'est pour des retours aussi positifs sur la formation proposée. Oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que je trouve cette formation, alors plus ou moins attentivement, je l'avoue, mais qui est, je trouve, personnellement excellente, et stimulante aussi. Après, il y a la réalité du quotidien qui nous rattrape. Concernant justement les binômes, ils sont quand même parfois, je prends l'exemple de Troyes, un petit peu bancal, on n'est pas sur les mêmes niveaux de responsabilité et de compétences également, quand on doit faire le choix des collections qu'on préserve absolument, qu'on sauve absolument, c'est quand même plutôt le conservateur qui porte cela, avec sa légitimité, même si c'est difficile pour tout le monde. Et ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport justement au prochain plan de formation en bibliothèque de niveau intermédiaire. On parle aussi d'un relais après par les RFCB, mais on pourrait penser aussi que les conservateurs d'État qui ont eu cette formation-là puissent à leur tour faire œuvre de formation au sein d'un territoire donné. Tout à fait, mais je crois que Michaela d'ailleurs vous a déjà sollicité, enfin interrogé les personnes en cours de formation aujourd'hui pour savoir qui parmi elles aurait peut-être une vocation, se sentirait une fibre de formateur effectivement dans le ressort territorial de leur bibliothèque. Et voilà, l'appel à bonne volonté est relancé aujourd'hui. Oui, Sarah Toulouse de la bibliothèque de Rennes, donc je confirme ce que dit ma voisine sur la qualité de la formation qui est vraiment très appréciable. Après,
la difficulté du rythme qui est quand même en fait très soutenu. Mais bon, voilà. Et en même temps, on a quand même Oui, étiré d'accord, dans le temps mais sur 12 mois. voilà. Hein. On avait bien en tête cette difficulté-là. Et c'était Non, mais difficile c'est d'étirer pas- plus parce que. c'est pas un reproche, hein, c'est- Non, non, mais on est bien conscient de cette réalité de votre quotidien. Ça- Hein. Voilà, mais ça nous stimule effectivement, et je crois que c'est le meilleur moyen effectivement de nous mettre le pied à l'étrier. Non, moi ce que je voulais apporter comme regard, c'est que pour pallier un peu cette problématique de l'isolement effectivement parfois qu'on peut ressentir face à ce travail-là, je sais qu'à Rennes, il y a une dynamique qui s'est créée avec les musées et les archives au niveau local. Et on a vraiment décidé de travailler ensemble de manière inter-établissement là-dessus. Et je pense que ça peut être une réponse intéressante parce que comment dire, au niveau de la direction culture de la collectivité, il y a eu aussi une sensibilisation forte là-dessus et ils nous font travailler ensemble. Et ça, et le SDIS, ça l'arrange aussi, Bien sûr. puisqu'il a envie qu'on ait tous un peu les mêmes modèles de fiches, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, travailler aussi de cette manière, avoir synergie entre établissements culturels, même avec les archives départementales qu'on vient d'associer au petit groupe, et aux bibliothèques universitaires qui viennent de rejoindre aussi notre camp. Donc, du coup, ça nous permet de se stimuler mutuellement et de gagner, de maintenir aussi sans doute une compétence au niveau local d'une autre manière. Voilà. Merci. De mon côté, c'est un retour sur la formation. Je voudrais avoir des nouvelles de la circulaire promise pour les SDIS, pour les sensibiliser à l'importance d'intervenir et d'échanger avec nous pour protéger nos collections. Alors c'est ce que je disais, elle a été publiée en fait. Elle a été publiée en février 24. Tout à fait. Non. Alors c'est vrai qu'après, donc, on a échangé avec le ministère de l'Intérieur, hein, bien sûr, dès le début du projet. Ils étaient censés, parce que c'est une circulaire ministère culture hein, qui est sortie. Il est censé y avoir une espèce de texte miroir, enfin pas exactement miroir, mais dans le cadre d'un texte vraiment ministère de l'Intérieur avec un focus particulier sur les bibliothèques, les PSBC en bibliothèque. Moi, j'ai pas eu de retour à ce jour, malgré plusieurs relances, savoir où ils en sont exactement. En tout cas, côté culture, les choses ont été faites et le texte est paru. Ouais. Jérôme Schweitzer, Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Alors, notre établissement a un statut particulier, mais on travaille actuellement aussi sur donc ces questions de plan de sauvegarde, avec justement la nomination d'une référente, l'identification de collection, enfin, ce dont vous avez parlé. Je voulais savoir dans quelle mesure donc un établissement qui relève l'enseignement supérieur pouvait aussi être associé donc à tous ces travaux avec les autres bibliothèques du territoire pour effectivement pouvoir disposer de réponses coordonnées face à ces questions, d'autant plus qu'on travaille aussi avec les pompiers, etc., pour organiser des exercices. Donc, de quelle manière on pouvait articuler nos efforts en la matière. Alors, il y a une représentante du ministère de l'Enseignement supérieur dans la salle, donc je vais lui passer le micro et la laisser vous répondre. Marie-Odile Viviano, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous travaillons en fait en relation avec le ministère de la Culture sur ces sujets. Je dois même vous dire que nous travaillons à une transposition de la circulaire du ministère de la Culture à destination des établissements de l'enseignement supérieur. C'est en cours de validation, c'est dans les tuyaux. J'ai bon espoir d'arriver à vous communiquer ce document qui ne sera pas une circulaire mais plutôt une note prochainement. Je ne sais pas à quelle échéance, j'aimerais que ça soit avant l'été. J'aurais même aimé que ça soit pour ces journées, mais malheureusement c'est pas passé. Mais en tout cas c'est en cours, avec un principe simple hein, qui est de se caler le plus possible sur ce que fait le ministère de la Culture, mais dans un cadre bien évidemment qui s'adapte à l'organisation des établissements d'enseignement supérieur, à l'autonomie et à l'organisation générale des universités. Pour ce qui est de la coopération au niveau régional, là je me tourne vers Ariane, mais je ne sais pas dans quelle mesure la BNUS pourrait effectivement
être associé au GASP, si c'est le cas? Oui, la BNU participe à notre groupe de travail sur les plans d'urgence et du coup on a des projets à venir de mutualisation de matériel et justement on va réfléchir à un système de conventionnement pour en faire profiter également les services d'archives et les bibliothèques universitaires pour les intégrer dans ce dispositif. Mais en tout cas oui, notre groupe d'entraide inclut les établissements différents. Et j'en profite pour une petite remarque sur la question des bibliothèques hors BNC, parce que du coup dans le grand test, on a essayé de faire la différence entre ce que disait Delphine tout à l'heure, les bibliothèques de deuxième rang qui ont des collections patrimoniales importantes et des équipes, et les bibliothèques de troisième rang, parce que là ça pose des questions supplémentaires. On a vraiment fait la différence, du coup je le fais remarquer parce que c'est sans doute une question qui va se poser dans les autres régions pour mes homologues. Et là, c'est un peu plus compliqué quand c'est des petits fonds patrimoniaux, parfois dispersés dans des petites bibliothèques où il n'y a pas de personnel dédié, etc. Et du coup, on réfléchit à une façon de toucher ces établissements qui, de toute évidence, n'auront pas les moyens humains, matériels pour mettre en place un vrai plan d'urgence formalisé et testé. Et voilà, on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place parce que c'est une vraie question qui se pose pour vraiment le troisième cercle de bibliothèques qui ont des fonds patrimoniaux. Dans la question de la mutualisation, c'était aussi une question du CRFCP qui médiale formant les professionnels aussi bien des BU que des bibliothèques territoriales, m'a déjà interrogé pour savoir si lorsqu'ils seront en charge de travailler, sans doute avec Interbibli pour nous, sur la formation du deuxième cercle, s'ils pouvaient se servir de cette formation du deuxième cercle pour les ouvrir aux collègues des bibliothèques universitaires qui le demanderaient. En tout cas, de leur côté, ils sont déjà bien armés pour pouvoir traiter les deux en même temps. Il y a sûrement une logique aussi intéressante de partager des locaux de repli. Donc on a tout intérêt à ce qu'ils les suivent ensemble. Oui, Ariane Bouchard, BMC d'Orléans. C'était peut-être juste pour une petite nuance sur la finalisation d'ici début 2025 des PSDC. Parce que donc on apprécie tous la formation et en tout cas BMC on est en binôme et elle nous aide énormément. Mais je pense que début 2025, quand on aura fait notre premier exercice, ça ne sera que le début. Parce qu'il y aura à mon avis beaucoup d'ajustements. Et ça ne sera pas du tout voilà, le travail continuera sur le PSDC, à mon avis, encore quelques temps. Bonjour, Bruno Briquez de la bibliothèque du Chaumont. On a bien avancé sur notre plan de sauvegarde dans la bibliothèque du Chaumont, qui est une petite médiathèque, mais à fond patrimonial important. Par contre, quand on parle de partage de matériel, on a peut-être la possibilité de partager un vivier de compétences en cas de sinistre localisé dans une petite bibliothèque possédant des fonds patrimoniaux. On a dans nos régions des personnels compétents, expérimentés, qui vont l'être de plus en plus, et en cas de sinistre, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une espèce, pas d'astreinte, mais de vivier de compétences qui pourrait intervenir dans une petite bibliothèque? Alors je suis désolé, je te laisse peut-être concentré sur un problème technique et je n'ai pas écouté votre question. Moi je l'ai écouté, donc je vais vous répondre. Parce que moi je n'étais pas monopolisé par le problème technique. J'étais à l'origine du problème technique et je l'ai résoudre par d'autres. Je pense que dans le cadre de la mutualisation qui est faite au niveau des structures régionales pour le livre et du groupe de travail, on parlait en grand test de ce groupe de travail, je pense qu'il y a tout intérêt effectivement à ne serait-ce qu'à faire un fichier Excel des personnes compétentes et des personnes qui souhaiteraient s'engager pour faire de la formation, pour donner des conseils. Donc moi je ne peux que vous encourager, je pense que c'est dans le cadre régional que ça doit se passer, dans le cadre de l'organisation pilotée par les structures régionales pour le livre, qu'effectivement il faut que vous puissiez mettre en place cette, je dirais pas jusqu'à mutualisation des moyens d'œuvre, en tout cas cette
déjà ce repérage des bonnes volontés, des compétences pour avancer sur ce sujet, puisque certes, là on met en place, on lance les plans de sauvegarde, mais il faudra les entretenir, hein. La question a été bien vue par tout le monde, il faudra les entretenir, hein, puisque on bouge dans les bibliothèques et c'est normal, il y a des nouveaux collègues qui arrivent, donc il va falloir maintenir des formations continues, sans forcément remettre en place, comme on l'a dit, une formation comme on l'a fait aux bibliothèques classées au niveau du ministère, mais je pense que le niveau régional est bon niveau et que les SRL, ça va rester un des sujets, comme pas mal de sujets patrimoniaux, que les SRL vont piloter ensuite. L'autorité des directions régionales des affaires culturelles, bien évidemment, qui permettront de mobiliser tous les moyens des bibliothèques municipales, universitaires, potentiellement des services d'archives, des musées. On est très ouvert à ce que dans les groupes patrimoine des structures régionales pour le livre, d'autres établissements nous rejoignent. On voit l'intérêt de telles mutualisations sur des questions matérielles, forcément sur des questions de compétences. On est sur des secteurs très pointus. Et donc, on a intérêt à partager le maximum. Donc, là-dessus, au niveau du ministère, on est très favorable. On fera tout pour encourager ces mutualisations entre archives, bibliothèques municipales, musées, qui, au niveau des collectivités territoriales, ça a été dit, font sens aussi. Et ça, je ne doute pas que les directions des affaires culturelles, ça a été dit pour Rennes, saisissent effectivement le moyen de faire travailler ensemble leur bibliothèque, leur service d'archives, leur musée, qui ont les mêmes problèmes, et pour lesquels une partie des réponses, notamment matérielles et logistiques, peuvent être les mêmes. Hein. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels, effectivement, la coopération s'impose plus que d'autres, étant entendu que sur tous nos sujets, on aura l'occasion de leur parler cet après-midi, vous verrez que la coopération est vraiment essentielle. Pour apporter une précision, dans le grand test, avec notre groupe d'entraide PSBC, puisque vous êtes nombreux dans la salle à y intervenir, c'est un des axes de travail sur lesquels on réfléchit, la question de la création d'une réserve de volontaires, voir quelle forme ça prendrait. Ça pose aussi des questions de conventionnement et de potentielle mise à disposition par les collectivités et les questions d'assurance, etc. C'est une question à laquelle on réfléchit aussi avec la section Grand Est du bouclier bleu, parce que du coup c'est possible de se rapprocher, et nous on l'a fait, Interlibi est membre du bouclier bleu depuis cette année. Ça nous permet de réfléchir avec un groupe un peu plus élargi au musée, notamment sur ces questions des volontaires. Pierre Gandil de la médiathèque de Châlons-en-Champagne. Je pense qu'effectivement, avec comme le disait une collègue, les exercices qui vont être faits début 2025 seront importants pour la suite, pour se rendre compte et pour continuer à peaufiner les PSBC, qu'effectivement le 2025 ne sera pas du tout la fin du travail, et on va se retrouver avec plusieurs exercices probablement dans des régions proches et également proches chronologiquement. Je pense que justement il y aura un gros intérêt à ce qu'on arrive à se mobiliser pour participer comme observateur à certains de ces exercices qui se dérouleront en proximité, et que ça sera également un gros atout pour chacun pour améliorer son propre PSBC. Juste un petit retour sur la Nouvelle-Aquitaine par rapport à tout ce qui se dit. C'est un sujet effectivement à traiter au niveau régional. Il y a eu un exercice à Bordeaux en tout début d'année, à la fin de l'année, au début de l'année, à la fin du mois de janvier, qui effectivement a permis à un nombre de collègues de voir concrètement ce qui se passe dans ce cas-là. Et ça a été très intéressant pour tout le monde. On a eu plein de retours là-dessus, donc ça vraiment, je pense que ça n'étonne personne de dire que ça a beaucoup de vertu que d'assister à ce type d'exercice. La ville de Bordeaux, pour rebondir sur ce que disait Sarah, est en train de conventionner avec la DRAC et le SDIS
pour tous ces équipements culturels, hein, pour traiter d'une manière large et collective, mais ça n'inclut pas les villes et les archives. Les archives départementales aussi ont fait des tentatives, parce qu'il y a la question régionale, mais ça dépend des régions. La région de Nouvelle-Aquitaine est très très grande, elle fait 12 départements. Et du coup, on a des problématiques aussi d'échelle territoriale pour avancer sur la question de la mise en place de plans de sauvegarde. C'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens. Par exemple, sur une échelle comme celle-là, d'avoir des interlocuteurs limousins pour des problèmes qui vont se poser, je sais pas, en Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, on essaye de regarder comment on peut faire sur des échelles plus petites. Donc soit il y a un partenariat à nouer avec les archives départementales qui souhaitent s'emparer de ce sujet-là à l'échelle départementale au titre du contrôle scientifique et technique pour aussi accompagner sur certains territoires sur des problématiques patrimoniales plus larges et donc intégrer, pourquoi pas aussi les bibliothèques. Voilà, il y a ce schéma-là, où il y a aussi la possibilité d'avoir des interlocuteurs SDIS particulièrement investis, c'est le cas en Gironde, hein, et du coup vraiment de nouer un partenariat avec les SDIS pour commencer à travailler concrètement de manière plus légère peut-être que ce qu'on attend pour les BMC ou les bibliothèques de second niveau sur l'élaboration de plans d'urgence en partant d'une situation, évidemment avec les SDIS c'est plutôt le feu. Et donc voilà, on est en train de travailler sur trois petites bibliothèques en Gironde avec le SDIS pour essayer de dégager une forme de modèle, enfin de manière un peu pragmatique, pour pouvoir ensuite le proposer, pourquoi pas, à d'autres départements. Donc on fait aussi à l'inverse, c'est-à-dire on ne part pas de la formation, on part vraiment, on expérimente avec quelques équipements pour voir s'il y a quelque chose de plus formel qui peut se dégager. Voilà. Donc il y a différents niveaux d'intervention en fait, et c'est vrai que l'échelon par contre avec le FRN, je souhaite qu'on arrive à travailler aussi plus concrètement pour apporter de l'appui aussi aux bibliothèques. Merci beaucoup de ce retour. Effectivement, les SDIS ont un rôle important à jouer. C'est pour ça qu'on a publié la circulaire. C'est pour ça aussi qu'on échange beaucoup avec eux. Enfin, chez Michaela échange avec certains services. Il y a même un sapeur-pompier qui a été associé, en fait, qui a voulu suivre la formation dispensée en ce moment, parce qu'il y a un gros travail de sensibilisation effectivement des SDIS aux spécificités des bibliothèques. Et là encore, il reste des choses à faire, mais on a quand même déjà avancé, je trouve. Ouais. Oui, donc je suis Kate Dupont, directrice des archives départementales des Vosges. Malheureusement, je regrette unique représentante des archivistes dans cette assemblée. Un petit retour d'expérience, puisque au niveau des archives départementales, de façon générale, sont assez avancées concernant les PSDC. Vous avez sur le site, sur le portail France Archives, des pages qui sont dédiées avec des vadémécums et des choses qui peuvent tout à fait être utiles, même à des bibliothécaires, bien sûr. Et un petit retour d'expérience donc, sur la situation dans les Vosges. Le PSDC a été conçu à très grande vitesse pendant une période d'intérim, donc avant mon arrivée. Et c'est vrai que, vu le nombre important de documents qui seraient à sauver, en priorité, il y a vraiment une relecture à assurer. On ne peut pas être sur 10 ou 12% des documents des magasins à sauver. Il faut qu'on soit autour de 5%. Donc il y a quelque chose à revisiter. Et en termes de collaboration et de coopération d'un point de vue technique et pratique, c'est vrai que nous avons échangé avec la bibliothèque d'Épinal, Sofiane Boster qui est là, voilà, est vraiment une interlocutrice importante pour nous, notamment en termes de moyens pratiques, de moyens de compétences déjà, de moyens humains, et puis que ce soit les coussinets pour absorber l'eau, que ce soit tous les dispositifs, trouver les congélateurs pour mettre en congélation, puisqu'on ne peut pas approcher Thirier, le grand nom du surgelé vosgien, puisque l'alimentaire et le papier ne font pas bon ménage. Voilà. Mais je tiens juste à dire qu'au titre du CST, les archivistes départementaux ne sont pas du tout habilités à aller voir du côté des bibliothèques et avoir un quelconque avis sur ce qui se passe en bibliothèque. Par contre, il y a vraiment une coopération métier à développer et voilà, l'exemple vosgien est un bel exemple. Merci. Peut-être Sophia Ambruster voulait réagir avant si vous voulez bien lui passer, et puis après vous aurez...
C'est juste un tout petit complément. Effectivement, j'ai pu suivre l'avancée des travaux des archives départementales autour de leur plan d'urgence et ils m'ont également invité à être observatrice dans le cadre d'un de leurs exercices d'évacuation. Et ça a été extrêmement intéressant pour moi et peut-être pour eux aussi par rapport au retour que je leur ai fait. Voilà. Donc le partenariat est très très important avec les autres institutions du territoire. Oui, Hélène Laure-Blanchet, une des rares représentantes des universités dans cette réunion. Et en fait, c'est pas à ce titre-là que je voudrais parler, mais plutôt en tant que membre du CA du Bouclier Bleu, pour rappeler effectivement, encore une fois, que ça fait partie des missions principales de cette association que d'aider à la rédaction des plans de sauvegarde, mais aussi, donc je sais qu'ils aiment, enfin, bien sûr au niveau de la formation, mais aussi que le Bouclier Bleu a organisé la réponse à l'urgence, et donc par rapport à l'idée d'avoir par exemple des réserves, des viviers de volontaires, etc., ça peut se faire dans ce cadre-là aussi. Donc voilà, on encourage les établissements et les individus à adhérer et éventuellement à se porter bénévole une fois qu'ils sont sensibilisés et formés à ces questions. Voilà. Et pour compléter, n'hésitez pas, quand vous organisez des exercices de mise en situation, à inviter des membres de la section Bouclier Bleu de votre région en tant qu'observateurs, et ils sont demandeurs généralement à assister à ce type d'exercice. Voilà, une dernière intervention, après on s'arrêtera. Merci, Anne-Sophie Traîneau, DBU Poitiers. Je complète ce que disait Justine sur effectivement la dimension un peu trop grande de la Nouvelle-Aquitaine. Et à Poitiers, l'initiative est partie de la BU et de la BM. En fait, on a eu la même idée au même moment, il y a 5 ans, en 2019, de se réunir dans une instance informelle qui nous permet aussi d'approcher également les bibliothèques privées, mais qui sont importantes, notamment la bibliothèque diocésaine et la bibliothèque de la Société savante de Poitiers, de la SAO, de manière à les inclure de manière indirecte en fait, parce que c'est parce qu'on est en lien avec eux qu'on les inclut. Mais après, ce groupe informel a ses limites parce qu'on essaye de contractualiser en ce moment et on a du mal compte tenu des différentes instances. Mais en tout cas, l'échelle régionale n'est pas le bon parce que c'est trop grand et on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le Bouclier Bleu non plus parce que tout est centralisé à Bordeaux et que les exercices sont à Bordeaux et quand il y en a un à Poitiers, avant qu'on le sache, il n'y a plus de place. Donc voilà, en fait, il y a des choses qui fonctionnent bien au niveau local finalement, et le bouclier et l'échelon régional est parfois insuffisant, un peu compliqué à mettre en œuvre dans des trop grandes régions. Merci beaucoup. Donc j'invite les prochains intervenants à prendre place.